Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition du journal. Nous faisons le tour de l'actualité du continent, politique, économie, sport et culture. C'est sur Afrique Uni Radio, une plateforme médiatique dédiée à l'actualité africaine et internationale. Elle propose des journaux, reportages, interviews et analyses avec un accent particulier sur la valorisation de l'Afrique, de ses talents et de ses réalités. Je suis Antédi Achille à la présentation. Rebonsoir. Au sommaire, la situation sécuritaire reste tendue entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Malgré les efforts diplomatiques en cours, les États-Unis ont également renouvelé leurs alertes sécuritaires concernant certaines zones proches de la frontière entre les deux pays. Le Mali, face à une grave détérioration de la situation sécuritaire au Sahel, le pays est confronté à une intensification des attaques djihadistes et de groupes armés dans plusieurs régions. Cette escalade accentue la pression sur les autorités militaires dans un contexte d'insécurité généralisée. Le Rwanda accueille une conférence internationale sur le développement de la petite enfance, réunissant des experts venus du monde entier. Les discussions portent sur le financement et le renforcement des politiques en faveur des jeunes enfants. Merci de votre fidélité, de votre confiance et restez avec nous car nous allons à présent entrer dans le développement détaillé des principaux titres qui font l'actualité de ce journal. Les efforts diplomatiques menés dans le cadre des processus de Doha et de Washington visent à trouver une issue au conflit dans l'est de la RDC où des avancées sont évoquées sur le cessez-le-feu et l'aide humanitaire malgré des combats encore signalés au nord et au sud Kivu. Les tensions restent vives entre Kinshasa et Kigali autour des accusations de soutien au M23 dans un climat d'inquiétude internationale. Par ailleurs, les États-Unis ont émis une alerte de vigilance pour certaines zones du Rwanda proches de la frontière congolaise en raison de l'instabilité persistante dans la région. Fanny Chamamba pour les détails. C'est vendredi, l'attention reste tournée vers les initiatives diplomatiques engagées dans le cadre du processus de Doha et de Washington afin de trouver une solution au conflit dans l'est de la République démocratique du Congo face aux rebelles du M23. Les autorités congolaises affirment que plusieurs avancées ont été enregistrées, notamment sur le cessez-le-feu, l'échange de prisonniers et l'ouverture de couloirs humanitaires. Malgré ces progrès annoncés, la situation demeure particulièrement tendue dans les provinces du Nord et du Sud Kivu, où les combats sporadiques et des violations répétées du cessez-le-feu continuent d'être signalés. Kinshasa accuse toujours Kigali de soutenir le rebelle du M23, des accusations rejetées par le Rwanda. Une situation qui alimente les inquiétudes de la communauté internationale préoccupée par le risque d'une nouvelle détérioration sécuritaire dans la région. Dans le même temps, les États-Unis ont renouvelé leur alerte sécuritaire concernant certaines localités du Rwanda. Washington appelle ses ressortissants à faire preuve d'une vigilance accrue, particulièrement dans les districts de Rubavu et de Ruzizi, situés près de la frontière de la République démocratique du Congo. Les autorités américaines évoquent le risque lié à l'instabilité persistante dans l'Est congolais, marqué par les affrontements armés et les activités des groupes rebelles dans la région du Nord Kivu. Malgré cette alerte, les États-Unis maintiennent le Rwanda au niveau 2 de vigilance, invitant le voyageur à rester prudent sans imposer des restrictions générales de voyage vers le pays. Ainsi, entre pression diplomatique, fragilité du cessez-le-feu, inquiétude sécuritaire persistante, la crise entre le Rwanda et la République démocratique du Congo
continue de retenir l'attention de la région et de la communauté internationale. Dans la région du Sahel, au Mali précisément, l'actualité est dominée par une grave crise sécuritaire. Le pays fait face à une intensification des attaques djihadistes et séparatistes, notamment du groupe Jenim de la coalition FLA, avec des violences meurtrières dans le centre et le nord. Plusieurs villages ont été attaqués récemment, causant des pertes humaines et renforçant l'insécurité autour de la capitale Bamako. Dans ce contexte, les autorités militaires dirigées par la junte du président Assimi Goïta sont sous forte pression alors que des mesures de sécurité et des enquêtes internes sont en cours après des attaques coordonnées ayant déjà touché des hauts responsables de l'État. Et en Afrique de l'Est, l'actualité politique parle des enjeux de stabilité et de gouvernance dans plusieurs pays de la région. Au Kenya, les débats restent vifs autour des réformes économiques et des tensions politiques liées au coût de la vie. En Ouganda, les autorités renforcent les mesures de sécurité dans un climat de surveillance politique accru. Dans la région des Grands Lacs, le Rwanda et le Burundi restent concentrés sur des questions de sécurité régionale et les discussions diplomatiques en cours, tandis que la Tanzanie poursuit des préparatifs politiques en vue de futures échéances électorales. Au Rwanda, la conférence internationale sur l'investissement dans le développement de la petite enfance qui se tient au Rwanda examine les moyens d'éliminer les obstacles observés dans certains pays et qui rendent difficile l'accès au financement ainsi que l'investissement en faveur des jeunes enfants. Les participants viennent des 4 coins du monde pour s'inspirer du Rwanda en raison des progrès déjà réalisés par le pays dans la prise en charge de cette problématique. En actualité internationale, cap sur le détroit d'Ormuz au Moyen-Orient, les tensions restent très fortes ce vendredi après une nouvelle attaque contre un pétrolier dans le détroit d'Ormuz, zone stratégique du transport mondial de pétrole. La Chine affirme qu'aucun de ses ressortissants n'a été blessé, mais s'inquiète de l'insécurité croissante en mer. Les tensions entre l'Iran et les États-Unis continuent de perturber le trafic maritime et font grimper les prix du pétrole. En Europe, ce vendredi, les enjeux économiques et sécuritaires de l'Union européenne dominent l'actualité. À Bruxelles, l'Union européenne poursuit ses discussions sur le renforcement du budget 2026 avec un accent sur la sécurité, la défense et la compétitivité économique face aux tensions internationales. Les dirigeants européens travaillent aussi sur la relance économique et les investissements stratégiques pour soutenir la croissance. Et entre la France et l'Égypte, la question de la restitution des biens culturels pillés pendant la période coloniale fait débat. Le Parlement français a adopté une loi cadre facilitant le retour d'œuvres et d'objets historiques vers leur pays d'origine. L'Égypte réclame depuis longtemps le retour des pièces importantes de son patrimoine ancien dispersées dans des musées européens. Et aux États-Unis, à la Maison-Blanche, plusieurs dossiers dominent l'actualité de Donald Trump. Il doit prononcer un discours important dans la roseraie ce vendredi à midi sans que le sujet officiel ne soit encore dévoilé. Par ailleurs, un tribunal fédéral a jugé illégaux certains droits de douane de 10% imposés récemment en revers judiciaire pour son administration. Enfin, une visite en Chine est prévue la semaine prochaine pour discuter commerce et tensions économiques entre Washington et Pékin. Et tensions sécuritaires en Asie, la Corée du Nord poursuit ses activités militaires suscitant l'inquiétude régionale. Et en Asie du Sud-Est, l'ASEAN discute de la situation au Myanmar et des tensions internes dans l'Indo-Pacifique. Les exercices militaires en mer de Chine méridionale illustrent la montée des rivalités stratégiques. En Chine, l'actualité est marquée par un bond technologique majeur dans les télécommunications. Les autorités ont approuvé un spectre d'essai dans la bande des 6 GHz pour développer la 6G, une étape importante dans la course mondiale à la nouvelle génération de réseaux mobiles. Et ce vendredi, la communauté internationale célèbre la journée internationale de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge, une journée dédiée à l'action humanitaire et aux volontaires qui interviennent lors des conflits
catastrophes et crises sanitaires dans le respect des principes de neutralité, impartialité et protection des civils. Parlons maintenant de sport et agriculture, un concept innovant porté par le jeune Camerounais Alex Tanon avec une ambition claire, préparer l'après-carrière des sportifs africains grâce à l'entrepreneuriat agricole. Soutenu par l'Union africaine, AgriSport International veut transformer les sportifs en acteurs du développement agricole du continent. Le projet répond à une réalité souvent ignorée, que deviennent les sportifs après leur carrière. Alex Tanon est notre invité. Il nous livre les clés d'une conversion réussie. Ce nouveau concept agit désormais comme le trait d'union entre le secteur agricole et le secteur sportif. Nous nous sommes rendus compte qu'il y a des sportifs qui ont une carrière très limitée, 10 à 15 ans par là. Et parmi ces sportifs, il y en a très peu qui réussissent à gagner beaucoup d'argent, surtout à l'international, en très peu de temps. Et malheureusement, à la fin de leur carrière, on se rend compte que beaucoup parmi eux se retrouvent à la case de départ, c'est-à-dire dans la précarité. Et c'est à partir de ce moment que nous avons commencé à réfléchir sur comment faire pour les amener à faire autre chose que le sport qui est l'objet de leur passion. Oui, l'agriculture, parce que vous savez, l'Afrique fait encore face à certains défis, notamment la souveraineté alimentaire, la sécurité alimentaire même, et aussi le manque d'emploi pour les jeunes. Chaque année, il y a des millions de jeunes qui se retrouvent sur le marché de l'emploi et il n'y a pas un secteur capable d'absorber ces jeunes-là, si ce n'est l'agriculture. Pourquoi? Parce qu'en même temps, il faut manger, on a besoin de manger au quotidien, il faut produire en masse et on se rend bien compte que nous sommes obligés d'importer. On importe beaucoup de l'extérieur, ce qui permet plutôt de créer des emplois ailleurs, alors que sur place, on en a besoin. Donc voilà pourquoi nous avons pensé à l'agriculture. Concrètement, comment ça se passe? Bon, déjà, il faut souligner que lorsque nous allons vers eux, on leur propose plusieurs options de reconversion. Ils peuvent décider de devenir investisseurs. Ils mettent l'argent et puis nous mettons en place des procédures qui permettent à son argent de fructifier. Ça, c'est la première option. Deuxième option, surtout pour ceux qui sont vraiment en phase à la fin de carrière, ils peuvent devenir eux-mêmes des entrepreneurs agricoles. Aussi, au-delà de faire l'entrepreneuriat, ils peuvent aussi céder leur image. C'est-à-dire, nous les amenons pour ceux-mêmes qui ne voudraient pas investir directement les moyens. Ils peuvent mettre leur image au service du développement de l'agriculture en devenant, par exemple, des mentors pour les jeunes. J'ai parlé tout à l'heure des jeunes qui sont scotchés au sport et qui, pour la plupart, sont au chômage. Voilà un peu les 3 niveaux d'investissement pour les sportifs. D'accord. Quelles sont les stratégies que vous mettez sur pied pour intéresser les anciennes gloires du sport et même les plus jeunes dans l'agriculture? Lorsque nous allons sensibiliser les jeunes, les sportifs, surtout pour ceux qui ont réussi, entre guillemets, on rencontre un peu de difficultés parce qu'ils sont déjà formatés et c'est pas assez évident de faire passer le message. Mais on tient parce qu'à travers des voies institutionnelles, on essaie de les aborder. Mais nous avons aussi compris qu'en réalité, si aujourd'hui les aînés ne s'intéressent pas à des secteurs comme l'agriculture, c'est parce qu'ils n'ont pas été à la base sensibilisés, ils n'ont pas été à la base initiés. C'est pour ça que nous avons pensé qu'il fallait commencer aussi à la base. Comme on dit, il faut traiter le mal à la racine. Et c'est pour ça que nous avons pensé à un programme d'initiation des jeunes sportifs, pas seulement les footballeurs, parce qu'AgriSport, c'est tous les sports. Et récemment, le 24 février, nous avons signé une convention avec l'Académie nationale de football qui visait justement à préparer ces enfants avant, pendant et après leur carrière. Donc, ils ont tout le temps avec nous d'apprendre à différents niveaux tout ce qui tourne autour de l'entrepreneuriat agri-business, de la gestion financière, l'éducation financière en même temps et le leadership. Merci Alex. Et quel est votre plus grand rêve?
C'est que dans chaque coin du monde, pas seulement en Afrique, qu'il y ait un sportif qui investit ou alors qui soutient un projet agribusiness porté à la fois par des jeunes ou alors des communautés. Nous avons une vision 2040 qui voudrait que d'ici vraiment dans 15 ans, que les sportifs et les agripreneurs ne forment plus qu'une seule équipe dans un même esprit, c'est-à-dire qu'ils soient vraiment qu'ils se retrouvent dans un même écosystème et se soutiennent mutuellement, parce que ce n'est pas les jeunes forcément qui vont commander auprès des sportifs, surtout qui ont réussi, mais il s'agit aussi d'un retour d'ascenseur, parce qu'aujourd'hui, si le sport est ce qu'il est aujourd'hui, si les sportifs sont ce qu'ils sont aujourd'hui, c'est grâce aussi à l'agriculture. Les marques, vous connaissez beaucoup de marques aujourd'hui qui se développent et qui font soit des équipements, notamment les maillots, c'est à la base du coton qui est un produit de l'agriculture. Vous avez des marques de jus, je ne voudrais pas citer les noms, qui sont des grands sponsors du sport aujourd'hui. C'est l'agriculture, tout ça. Donc le fait de créer cet environnement où les jeunes bénéficient du mentorat, des subventions de ces sportifs-là, ce n'est pas une sorte de mendicité, non. C'est, voilà, on permet à ces sportifs de faire une sorte de retour d'ascenseur et par là aussi apprendre, investir aussi dans l'agriculture, parce que les millions de jeunes qui les suivent aujourd'hui, aujourd'hui actuellement c'est la Champions League, et vous voyez lorsqu'il y a des grands matchs, l'effervescence qu'il y a autour, et ces jeunes malheureusement sont au chômage pour la plupart. Alors comment faire pour qu'à la fois ils continuent de suivre leurs icônes et en même temps avoir des métiers, être bien installés? Et il n'y a que l'agriculture. Si un jeune aujourd'hui sait que en se lançant dans l'agriculture, il peut un jour rencontrer Kylian Mbappé, il peut un jour rencontrer Cristiano Ronaldo, parce qu'il est dans l'agriculture, je ne vois pas un jeune qui va bouder ce plaisir-là à se lancer. Surtout que les deux disciplines sont complémentaires, ils partagent les mêmes valeurs, la même ferveur. Voilà ce que je peux dire. Et c'est ça, c'est mon plus grand rêve en fait. Merci Alex d'avoir répondu aux questions de Aouba. Je vous en prie. Alex Tanon répondait aux questions d'Elisabeth Hassen depuis Yaoundé. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Restez connectés à l'actualité en continu sur nos pages Facebook et X. Retrouvez-nous très bientôt pour un nouveau journal sur Afrique Unie Radio. On te dit, Achille vous souhaite un excellent week-end chez vous.